Bonjour tout le monde. Moi c'est Yorun, donc je vous ai écrit la phonétique ici pour que vous sachiez prononcer mon nom. C'est toujours utile. Aujourd'hui on va parler de l'intérêt du typage statique, surtout dans le contexte de Helm, parce que c'est un langage qui s'y porte très bien et que on est à un meetup Helm. Quand on parle de typage statique, euh, déjà il faut savoir c'est quoi le typage. Pour moi le typage c'est l'utilisation de types. Et un type, c'est un ensemble de valeurs possibles. Donc si vous dites que un âge, enfin, si vous dites que quelque chose est un entier, alors ça a un certain nombre de valeurs possibles, notamment que des nombres entiers, entre moins 2 milliards et plus de milliards, nombres différents selon le système. Euh, si vous avez des strings, c'est pareil. Pardon. Il y a un certain nombre de valeurs possibles, toujours qui commencent, enfin qui sont entre côtes, on va dire. Il y a plein d'autres valeurs de ce style-là. Mais chaque type a un certain nombre de valeurs possibles, parfois infinies. Euh, euh, moi, je vais parler du typage statique, mais je vais le comparer avec le typage dynamique. Le typage dynamique, c'est un système, donc souvent un langage, comme JavaScript ou Python, où on a des types et qui sont vérifiés lors de l'exécution du programme. Si par exemple là j'ai un petit code Python qui fait une addition de strings, une chaîne de caractères et d'un nombre, et Python lorsqu'il va exécuter ça, il va vérifier le type de chaque valeur. Et là il va me dire, attends, j'ai une string et j'ai un entier. Et c'est pas la même chose, ils sont pas concaténables, ils sont pas additionnables. Et il va me sortir un message d'erreur. J'ai un message d'erreur aussi clair parce que Python fait cette vérification. Si on n'avait pas cette vérification, on aurait soit des données totalement invalides, soit une erreur de segmentation comme on a l'habitude avec les langages comme C ou l'assembleur. Euh, donc avec le typage dynamique, on a souvent des trucs très faciles à écrire, mais où on a relativement facilement des erreurs, et parfois difficiles à détecter. Le typage statique, c'est sensiblement la même chose, sauf que la vérification, elle est faite avant l'exécution. Donc, notamment Helm qui fait ça, mais aussi Java, C Sharp, C, la plupart des langages que vous connaissez qui ne sont pas JavaScript et Python. Donc ceux-là, ils sont un peu plus difficiles à créer, on a moins de flexibilité, mais on a beaucoup plus de garanties sur comment ça va marcher. Et surtout, en fait, on va détecter les erreurs bien plus tôt. Vu que c'est un meetup Helm et que je sais qu'il y a pas mal de débutants, enfin, j'imagine qu'il y a pas mal de débutants, je ne connais pas tous, je vais parler un petit peu de la syntaxe Helm juste pour que vous puissiez comprendre l'exemple que je vais utiliser. Voilà. Donc là, on a les déclarations de fonctions. Donc comment est-ce qu'on déclare une fonction? Je déclare une fonction qui s'appelle ma fonction, et cette fonction va retourner un type de retour. Donc la première ligne là, c'est la signature de la fonction, donc ce qu'elle promet de faire, son contrat. Ce qui a toute fin, c'est le type de retour. Tout ce qu'il y a avant, c'est les types des paramètres que ça prend. Donc là, j'ai une fonction qui s'appelle ma fonction, qui prend deux paramètres, un paramètre 1 qui est le type paramètre 1, et un paramètre 2 qui est le type paramètre 2. Et du coup, ça retournera un type de retour. Tout ce qui est après le signe égal, c'est le corps de la fonction, c'est l'expression que ça va retourner. Alors imaginez-vous, si vous faites du Python ou du JavaScript, qu'il y a un gros return ici, implicite. Ensuite, on a les appels de fonction. Donc, un appel de fonction, ça se fait sans parenthèse et sans virgule. Donc c'est ma fonction avec un argument 1 et un argument 2. Donc le fait qu'il n'y ait pas de parenthèse virgule, ça peut être un peu déroutant au début peut-être, mais ça apporte plein de bonnes choses très sympathiques, mais dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas le sujet du talk. Et les définitions de types, donc on va pas mal parler de ça. En Helm, on a deux façons de définir des types. On a les types alias,
Donc c'est dire que prénom est égal à autre chose. Donc c'est une sorte de raccourci. Là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, à part de dire que un prénom, ce sera toujours une string. C'est à titre documentatif. C'est beaucoup plus intéressant lorsqu'on a des records. Donc là, on dit que nom, c'est équivalent à ce record-là. Un record, c'est l'équivalent d'un objet ou d'un dictionnaire en Python. Enfin, objet en JavaScript, dictionnaire en Python. Donc là, nom aura un champ prénom, qui sera de type prénom, et un champ âge qui sera de type entier. Donc ça, c'est les types alias. Et ensuite, on a les types qu'on appelle les custom types, donc les types qu'on va définir nous-mêmes. On appelle ça aussi les types unions dans d'autres langages. Et ça se fait comme ça. Donc là, je définis un type sexe. Et ensuite, je vais énumérer les variantes possibles. Donc là, un sexe, c'est soit homme, soit femme, soit autre. Et chacune de ces variantes peut avoir des données. Donc là, j'ai une variante autre qui contient une string. Par exemple, le nom du sexe, si on veut lui donner un nom. Donc voilà, ça c'était pour la syntaxe Elm. Donc maintenant, on va parler des intérêts du typage statique. Donc pour moi, autre homme. Oui, effectivement. L'intérêt principal du typage statique, c'est de trouver des erreurs tôt dans le développement. Donc là par exemple j'ai un exemple très simple où je dis que quantité est censée être une string, mais c'est un entier. Quelque part, lorsque je vais l'utiliser, ça va y avoir un problème, il va y avoir une déconnexion entre ce qui est attendu et ce qui est vraiment obtenu. Si vous avez fait du JavaScript, souvent quand on écrit ça, ça va causer un problème plus tard et souvent en production parce qu'on n'a pas testé ce cas-ci, on n'a pas validé mentalement ce que ça allait faire. Et donc, quand ça arrive en production, c'est souvent les utilisateurs qui l'en marquent. Parfois, c'est un coût en argent parce qu'on perd des clients. Oui, les clients perdent du temps et ils se plaignent. Si par exemple vous faites du traitement de données et que vous faites une opération qui prend quelques heures ou quelques jours, et qu'à la toute fin vous avez une erreur liée à des types, vous n'avez pas nécessairement envie de le savoir au bout de quelques jours, vous avez envie de le savoir avant de lancer tout le traitement. Et donc, trouver des erreurs tôt, c'est potentiellement un peu embêtant pour le développeur, mais ça sauve beaucoup en termes d'argent et de temps. D'argent et de temps, je sais pas ce que j'ai dit. Ensuite, il y a un gros gain de maintenabilité. Donc c'est beaucoup plus facile en Elm de refactoriser du code. Parce que les types sont assurés par le compilateur. Et souvent quand on refactorise, c'est justement ces branchements qu'on change. Et il y a quelque chose qu'on dit souvent en Elm, et je le dis presque tous les jours au travail, c'est que ça compile, donc ça marche. Moi la première fois où ça tiltait comme ça, c'est quand j'étais en train de bosser sur une application à moi. Effectivement, ça marche ne veut pas dire pas de bug. On va voir ça. On va voir comment on fait ça. Donc la première fois où ça m'est arrivé, j'avais une application, j'étais en train de refactoriser tout le cœur du programme, donc la partie vraiment compliquée. Et je pensais avoir fini, donc je lance la compilation, et elle me dit « Ah non, tu as oublié un cas à cet endroit-là. » Ok, je corrige. Ah, il y a une autre erreur à cet endroit-là. Ok, je corrige. Et en fait, ça m'a pris 1 heure avant de pouvoir compiler. C'était pas 1 heure où le compilateur m'embêtait, c'est 1 heure où j'ai corrigé des bugs que j'aurais dû corriger avant de lancer la compilation, en vrai. Et une fois que ça a compilé, ça marchait exactement comme je l'attendais. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive à avoir souvent en Elm, mais vraiment souvent. Le compilateur n'est pas super poli. Alors là, je suis absolument pas d'accord. Le compilateur Elm, c'est vraiment le meilleur exemple d'un compilateur très sympa qui essaie vraiment d'être ton assistant.
Un autre avantage du typage statique, c'est qu'on a moins de tests. Parce que ce que je faisais souvent en JavaScript, c'était que j'écrivais des tests pour assurer les branchements. Si j'avais une fonction qui prenait un utilisateur, par exemple, en entrée, ce que je faisais souvent, c'est écrire un test de qu'est-ce qui se passe si en fait j'envoie nul, ou j'envoie undefined, ou j'envoie une string, quelque chose. Souvent pour avoir des meilleurs messages d'erreur, ou pour ouais, souvent pour avoir de meilleurs messages d'erreur, ou pour gérer les cas un peu plus gracieusement, en ignorant l'erreur. Et ça, c'est toute une classe de problèmes qu'on n'a plus avec Helm, parce que le compilateur, il gère ça pour nous. Même en fait, on peut pas écrire ce code-là, parce que le compilateur vérifie aussi les tests. Et quand je retourne faire du JS, oui, je pleure. J'en ai fait récemment, j'ai pleuré. Donc, ce qui reste à tester ensuite, c'est juste la logique métier. Donc, vérifier que quand on retourne qu'on a besoin on n'a plus besoin de tester qu'on retourne bien le bon type, mais on a besoin de tester qu'on retourne la bonne valeur. Ça oui. Un autre attrait, c'est la documentation. Donc si vous avez bossé sur des projets un peu vieux, plus de quelques mois, vous avez remarqué que soit il n'y a pas de documentation, soit elle est souvent plus à jour. Et ben, le projet Helm, c'est pas mieux. On gère pas mieux les commentaires et la documentation. Mais par contre, les types, eux, sont toujours à jour. Parce que le compilateur garantit qu'ils sont corrects. Donc si jamais on a un truc qui marche, et puis qu'ensuite on change soit la valeur, soit le type, et que ça ne correspond plus avec la réalité, bah, le compilateur va nous le dire. Et donc on est sûr d'avoir toujours des types à jour. Et c'est une très bonne source pour juste lire le code rapidement. Il y a autre chose qui est sympa, c'est que ça fournit une documentation que moi je vais appeler minimale, même si le code est compliqué. Donc là par exemple j'ai une fonction qui est super compliquée à lire. Enfin moi j'arrive pas à comprendre ce que ça fait. Mais par contre j'ai un type, j'ai une signature. Et ça là, elle est beaucoup plus facile à comprendre. En fait même je peux comprendre ce qu'elle fait. Probablement. J'ai une fonction qui prend en entrée une fonction qui prend un nom d'utilisateur et qui retourne un nom d'utilisateur. Cette fonction prend aussi un utilisateur et ça retourne un utilisateur. Donc j'imagine que cette fonction prend un utilisateur et modifie son nom d'utilisateur. Peut-être que ça fait autre chose, mais ça fait au moins ça. Et ça, j'ai pas besoin de lire un truc soit très compliqué, soit très long, parce que les fonctions peuvent parfois prendre quelques centaines de lignes. J'ai juste besoin de lire la signature. Et c'est un superbe résumé. Et en plus, toujours à jour. Et quelque chose aussi de très sympa, c'est que les signatures, ça délimite les possibilités les possibilités d'une fonction. Donc imaginons que je recherche un bug dans mon application. J'ai un utilisateur qui, pour une raison ou une autre, perd son numéro de sécurité sociale. C'est réinitialisé à une chaîne vide. Et bah, c'est pas voulu, hein, clairement. Du coup, je vais chercher une fonction qui va me retourner un nouvel utilisateur. C'est probablement ça qui va être la cause. Donc je vais passer sur toutes les fonctions où je pense que c'est à peu près que le problème se situe. Et là je regarde par exemple, j'ai une fonction addition, ça prend un nombre, ça prend un autre nombre et ça retourne un nombre. Je me dis ça retourne pas un utilisateur, donc ça peut pas être la fonction qui cause le problème. Donc j'ai pas besoin de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette fonction là. Là j'ai une fonction non utilisateur qui prend l'utilisateur mais qui retourne une string. Donc ça y ressemble, mais ça peut pas modifier un utilisateur non plus. Donc je sais que j'ai pas besoin de regarder cette fonction. J'ai une fonction modifie prénom qui prend l'utilisateur et qui en retourne un nouveau. Ça a pas l'air d'être la fonction principale de cette fonction, mais le problème peut être là. Donc je vais le regarder. Donc juste en regardant les annotations de type, enfin les signatures, je peux juste déjà éliminer plein de fonctions à regarder. Donc c'est beaucoup plus facile de savoir où se situe mon problème.
Effectivement, parce qu'en Helm, les valeurs sont immutables. Tu peux pas modifier une valeur globale de n'importe quelle fonction. Tu peux pas faire d'effets de side effects, d'effets de bord, de sales effets. Ok. Alors, créer des garanties. Donc ça, c'est ce sur quoi on va se concentrer à partir de maintenant. Donc en Helm, on a beaucoup de chance. On a un compilateur qui nous donne beaucoup de garanties. Notamment le fait que le programme ne va pas cracher. C'est pas rien, c'est très sympathique. Euh, mais nous, les développeurs Helm, ne sont pas satisfaits avec ça. On veut créer nos propres garanties. Les garanties que le compilateur ne peut pas nous donner parce que c'est trop générique et ça s'applique que à nous. Mais on va les faire nous-mêmes. Et bon, on va voir comment on peut faire ça. Et comment est-ce qu'on fait ça? On va créer nos propres types, parce qu'on parle de typage statique. Et créer notre propre type, en quelque sorte, c'est créer des contraintes. Et peut-être que les gens qui sont habitués à JavaScript se disent ah, j'aime pas les contraintes, j'ai envie d'être libre dans ma façon d'écrire mon programme, j'ai pas envie d'être contraint. Et moi je dirais, si tu veux une garantie, il te faut une contrainte. Une garantie, c'est une contrainte. Les deux sont intimement liés. Ouais, c'est les gens, quand ils commencent à faire du Helm, parfois ils se disent c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir modifier juste une variable juste comme ça, comme on le fait en JavaScript. Mais la raison pour laquelle Helm fait ça, c'est pour nous donner plein de garanties, plein d'autres garanties. Donc les contraintes que le langage donne ne sont souvent pas pour rien. Et donc c'est par exemple, je vous donne l'exemple d'un magasin. Si je vous dis que dans un magasin, il n'y a pas d'explosif, que personne ne porte un explosif sur lui, vous allez me dire, t'es sûr? Bah, non. Si je vous dis que à l'entrée du magasin, tout le monde a été fouillé, et que ceux qui avaient des explosifs ont été renvoyés chez eux, gentiment, vous allez me dire, ok, je comprends mieux, je veux bien te croire si la fouille est bien faite. Ce qui en vrai est le problème dans la vie réelle, parce que c'est vraiment très mal fait. Mais donc, là, on a une contrainte à l'entrée, ce qui permet de donner beaucoup de garanties à l'intérieur du lieu, ici. Oui, on va parler de Feldman aussi tout à l'heure. Donc, bon, en fait, quasiment là. L'une des premières façons de bien utiliser des types pour régler des problèmes à nous et donc créer des garanties, c'est sur la modélisation de données. Donc, imaginons que je veux modéliser l'état d'une requête au serveur. Remote data, pour ceux que ça parle. Donc, quand vous envoyez une requête au serveur pour récupérer des images ou récupérer du contenu, entre temps, vous avez souvent envie d'afficher un petit loader, un petit truc qui tourne. Et donc, cette requête-là, on va pouvoir la modéliser via, par exemple, ceci. Là, actuellement, j'ai un type alias, donc avec un champ en cours. Donc, si la requête est encore en cours, ceci est vrai. Si la requête est revenue mais avec une erreur, alors ceci est mis à vrai. Et si ça a marché et qu'on a des données, alors ceci est mis à just quelque chose. Donc ça, les maybe, c'est un peu comme les options dans d'autres langages. S'il y a quelque chose, c'est just data. S'il n'y a rien, c'est nothing. C'est l'équivalent un peu des nuls en JavaScript. Donc le problème avec ça, c'est qu'on peut arriver dans ce cas-ci. Le cas où en cours est vrai, en erreur est vrai, et on a quand même des données. C'est un cas totalement invalide, mais potentiellement ça peut arriver. Et on ne saura pas pour comment c'est arrivé, on n'a pas envie de savoir comment c'est arrivé, on a juste envie que ça n'arrive pas. Et surtout, en fait, on ne saurait pas comment gérer. Est-ce que dans ce cas-là, on affiche une erreur, on affiche les données, quand même le loader? On ne sait pas. Alors, ce qu'on fait en Helm, comme beaucoup. Ah non, pardon, voilà, c'est.
quand on compte le nombre de cas valides et invalides de ce modèle-ci, on remarque qu'il y a 4 cas qui sont valides et 4 cas qui sont invalides. Donc il y a 4 cas qu'on a besoin de gérer, mais qu'on n'a pas envie de gérer. Voilà. Donc en Helm, comment on ferait ça? On crée un custom type, donc un type qu'on crée nous-mêmes. Donc là, je réécris ma requête au serveur pour être un nouveau type, un type alias, et je liste les variantes dans lesquelles ça peut être. La requête peut être soit non démarrée, soit en cours, soit en erreur, ou soit en succès. Et quand elle est en succès, elle a des données génériques. Ça peut être une requête au serveur de string ou une requête au serveur de user, n'importe. Ouais. Donc ça, voilà, le chat parlait de Richard Feldman. C'est quelque chose qui est vraiment rentré dans le mantra de Helm et qu'on appelle Making Impossible States Impossible. Donc il y a un superbe talk de Richard Feldman à ce sujet, avec ce nom-là. Et on le recommande à vraiment tous les gens qui commencent Helm, mais même ceux qui font d'autres langages. En vrai, c'est vraiment très bonnes idées. Donc voilà, Helm, ça fait les connexions entre tous les types. Si je dis qu'une fonction va me donner prendre une string en entier, elle va prendre une string en entier. Mais j'entends parfois, bah ok, moi mes problèmes, mes bugs, c'est pas des problèmes de ce style-là, un entier qui est envoyé à la place d'une string ou d'avoir des nuls à la place des strings. Moi, c'est les problèmes de logique métier que j'ai dans mon application, surtout. Et bah en fait, en Helm, ce qu'on essaie de faire, c'est de transformer ces problèmes de logique métier en problèmes de type. Et donc, on va voir comment on fait ça. Donc là, imaginons que j'ai un utilisateur qui a un nom, qui est une string, et un rôle qui est soit admin, soit user. Et on a une fonction peut supprimer la base de données. Si le rôle de l'utilisateur c'est user, alors non, il peut pas modifier, il peut pas supprimer la base de données. Et dans tous les autres cas, il peut. Sauf que potentiellement, le rôle, ça peut être user avec un U majuscule. C'est pas une erreur si facile à détecter, et c'est possible. Là, dans ce cas-là, l'utilisateur, il peut supprimer la base de données. C'est pas ouf. Si on avait écrit la fonction un peu mieux, comme vérifier que c'est admin, bah, dans ce cas-là, si on avait un admin avec A majuscule, le bug ça aurait été que l'admin ne peut pas supprimer la base de données. Voilà. Donc comment est-ce qu'on résout ça? Comme pour beaucoup de choses, on crée un custom type. Donc là, c'est sensiblement la même chose, sauf que role c'est un nouveau type, un type role, qui peut avoir comme valeur admin ou user. Les variantes commencent toujours par une majuscule. Et donc là, si le rôle d'utilisateur c'est admin, alors oui, il peut supprimer la base de données. Si c'est user, alors non, il peut pas la supprimer. Ce qui est bien avec cette construction qu'on appelle pattern matching, c'est que si jamais on modifie la définition de rôle, si par exemple on rajoute manager ou qu'on renomme admin, le compilateur va nous le dire. Si on rajoute manager, il va nous dire ah, tu n'as pas géré le cas de manager ici, fais-le s'il te plaît. Donc on peut pas se tromper là-dessus. On peut quand même se tromper sur les valeurs ici, et c'est là que les tests vont être utiles, mais on peut pas se tromper sur le fait que on marque admin avec un minuscule. Donc un autre type une autre classe de problème, c'est ce qu'on appelle le problème l'obsession des types primitifs. C'est souvent un problème on va mélanger des valeurs qui sont similaires. Donc là j'ai un utilisateur qui a un ID user qui est une string, un numéro de sécurité sociale par exemple, et un identifiant de voiture qui est aussi une string, une plaque d'immatriculation par exemple. Et là j'ai une fonction de nouvelle voiture qui prend un identifiant de voiture, donc on va lui assigner une nouvelle voiture. Ça prend l'utilisateur et ça va modifier l'utilisateur, enfin créer une copie de l'utilisateur avec les nouveaux champs. Et donc là, ID user,
on va lui assigner la nouvelle ID de voiture. Donc là c'est un problème parce que on veut pas assigner une plaque d'identification à un numéro de sécurité sociale. Mais pour le compilateur, c'est tout à fait normal, c'est sensible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des encapsulateurs de type. Donc je vais créer un nouveau type, encore, qui s'appelle UserID, avec une seule variante. Quand il n'y a qu'une seule variante, souvent on lui donne le même nom que pour le type. Et donc là, en gros, ça va juste être un nouveau type qui va contenir une string. C'est tout ce que ça va faire. Et je vais avoir pareil pour la voiture. Donc là, je vais avoir un UserID qui contient une string, une voiture ID qui contient une string. Et quand on va essayer d'assigner l'ID de la voiture à l'ID utilisateur, le compilateur va nous envoyer une erreur. Donc, problème résolu. Ensuite, quand on est à l'intérieur d'un type primitif, par exemple une string, on aimerait bien aussi avoir des validations sur ce type-là, ou des garanties sur ce type-là. Imaginons qu'on a un utilisateur qui a un mot de passe fort. Donc, on veut qu'il ait un mot de passe qui ait au moins 8 caractères, un caractère bizarre et un chiffre. Donc, là, j'ai un mot de passe. J'ai une fonction modifie mot de passe qui assigne mot de passe au champ mot de passe de l'utilisateur. Je peux créer un utilisateur avec un mot de passe qui est A. C'est possible. C'est pas ce qu'on veut. Idéalement, on a un mot de passe fort tout le temps. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça en 2 étapes. Déjà, premièrement, on va faire la même technique qu'on va encapsuler le mot de passe, voilà, la string qui contient le mot de passe dans un type mot de passe fort. Comme ça, on ne peut plus assigner le mot de passe au nom, par exemple. Ça évite un type de problème. Tout le reste, c'est sensiblement la même chose. Et donc, on peut quand même créer un utilisateur avec un mot de passe pas fort. Ça compile encore. Mais au moins, on a fait une des étapes. La deuxième étape, c'est de rendre ce type opaque. Donc, pour rendre un type opaque, on le met dans un module à part. Donc là, je vais créer un module. Donc un module, c'est un fichier Helm. J'ai un module mot de passe fort qui expose un type mot de passe fort et des fonctions pour modifier, jouer avec ce type. Sauf que quand on expose mot de passe fort comme ça et pas comme ceci, on n'expose pas les variantes. Donc les autres modules ne pourront pas créer ce type tout seul. Ils vont devoir utiliser les fonctions qui sont exposées dans ce module, notamment FromString ici. Et FromString, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une chaîne de caractères en entrée, et si le mot de passe il est fort, alors on tourne un just mot de passe, on retourne un mot de passe fort. Sinon, il retourne nothing, donc rien. Donc si le mot de passe il est pas fort, on n'aura pas de mot de passe fort. Et du coup, quand on va utiliser cette fonction-là, quand on va essayer de créer un utilisateur avec ce mot de passe, ou modifier l'utilisateur, on va appeler cette fonction, on va devoir gérer le cas où on n'a pas d'utilisateur. Donc où le mot de passe n'est pas fort. Si le mot de passe est fort, alors on peut assigner le mot de passe fort à l'utilisateur. S'il n'est pas fort, on peut pas. Donc là, soit vous faites rien, soit vous retournez un bon message d'erreur à votre guise. Et donc ça c'est les types opaques. Donc ça a beaucoup d'avantages. Notamment ceci, c'est que ça limite les opérations qui sont possibles sur un type. Si vous avez un mot de passe, et que vous n'avez pas envie qu'il soit affiché à l'utilisateur en clair, vous pouvez ne donner juste aucune fonction qui permet d'accéder au contenu du mot de passe fort non haché, donc en clair.
Un autre avantage, c'est que ça cache l'implémentation du module, du type. Donc c'est un peu l'encapsulation en programmation orientée objet. Et ça permet de refactoriser beaucoup plus facilement le type. Si vous faites des types alias, vous allez refactoriser, vous allez voir que dans beaucoup d'autres modules, vous allez devoir faire plein de changements. Si vous faites des types opaques et que les fonctions qu'il utilise sont bien, vous n'aurez rien à faire. Donc c'est pour ça que moi je recommande de rendre les types opaques par défaut. Genre à chaque fois que vous faites un type, rendez-le opaque. Ça va faciliter votre vie. Beaucoup. Je vais parler rapidement du type never, qui est assez marrant. Donc je disais que les types, ça s'associe à un ensemble de valeurs possibles. Donc booléen par exemple, il y a deux valeurs possibles, il y a vrai ou faux. Les entiers, ça va de moins 2 milliards à plus de milliards, donc à peu près 4 milliards de valeurs possibles. Never, il n'a aucune valeur possible, parce qu'il est défini de cette façon-ci. Donc si jamais on voulait créer une instance de ce type-là, il faudrait qu'on utilise just one more, le constructeur de cette variante, et qu'on lui passe un never. Donc je crée mon just one more, et puis je lui passe un never. Pour faire ça, je passe un just one more, et je passe un never, et c'est infini. En fait, vous n'arriverez jamais à la fin, donc en pratique, vous ne pouvez pas créer ce type. Et c'est quelque chose qui a l'air assez inintéressant comme ça, mais qui a ses applications. Si j'en ai pas un superbe, mais si par exemple vous voulez avoir du HTML statique qui n'interagit pas avec l'utilisateur, vous pouvez dire je veux du HTML never, c'est du HTML qui n'enverra pas de message. Et le compilateur, s'il voit qu'il y a un message qui est construit, il vous dira c'est pas le bon type, j'ai clairement pas un never. Ensuite, je vais parler des type variables. Je pense que c'est je sais pas comment ça s'appelle en français, mais les arguments de type, on va dire. Donc là, je reprends l'exemple de tout à l'heure avec la requête serveur. Ça peut être une requête serveur qui contiendra une string quand la requête sera terminée, ou une requête qui contiendra un user à la fin. La question c'est si jamais, donc là l'argument de type, le type paramétrisé, voilà. Je le retrouve en succès. Donc quand j'aurai mes données, en succès aura ce type de données. La question c'est, si jamais je n'utilise pas cette variable, qu'est-ce qui se passe si je l'utilise nulle part? Et ça c'est quelque chose qu'on appelle un type fantôme. Parce que c'est pas utilisé, ça fait peur. Ça fait pas peur. Et ça a l'air pareil que le never, ça a l'air assez inintéressant. Type paramétré. Type paramétré, c'est pas mal. Je préfère en anglais. J'ai plus l'habitude. Mais on va dire type paramétré. Merci, petit Val. Donc, un type fantôme, c'est où ce type paramétré n'est pas utilisé. Donc, ça a quelques utilités. On dirait que ça n'en a pas, mais ça en a. Donc, si on reprend les identifiants de voitures et d'utilisateurs, on peut faire ça avec ça aussi. Donc je crée un type identifiant qui contient une string et qui est paramétrisé pour un certain type générique. Donc si imaginons que j'ai un type voiture, je peux dire un identifiant de voiture, c'est un ID de voiture. Et du coup, si on essaye de mélanger un ID de voiture et un ID de user, le compilateur nous dira non. Donc pareil, c'est une autre façon de résoudre le problème de mélangement des données. Mais sans avoir à définir tout plein d'ID. C'est un autre problème pour lequel c'est souvent appliqué, c'est pour les unités. Donc là, je donne l'exemple d'une unité de monnaie, donc
on va avoir de la monnaie qui est en euros ou en dollars ou en yens, et on veut faire des opérations sur ces types-là. Par exemple, on veut additionner ces unités. Je vais additionner 100 euros et 20 euros. Donc là, j'ai une fonction addition qui prend une monnaie de type M, générique, et qui prend une autre monnaie du même type M, et qui retourne une monnaie encore du même type M. Donc je peux additionner une monnaie de euro avec une monnaie de euro, et ça nous donnera une monnaie de euro. Par contre, si j'essaie d'additionner des euros et des dollars, le compilateur nous dira non, c'est pas la même type, c'est pas la même chose. Donc il y a pas mal de librairies, enfin il y a quelques librairies en Helm où il y a plein de ces types-là. C'est pour tous les types. À quoi ça, par exemple pour les entiers, on peut utiliser ça pour des coordonnées géométriques, on peut utiliser ça pour des forces, on peut utiliser ça pour du calcul simplement. Et plein de choses qu'on n'a pas envie de mélanger entre eux. Et c'est quand on nous demande d'écrire des programmes avec plein d'entiers comme ça dans tous les sens, bah c'est souvent le genre de bug qu'on a, quoi. Alors que avec ça, le compilateur nous dira non, tu peux pas avoir ce genre de problème. Pour information, si vous ne le savez pas, HTML et commandes sont des types fantômes. On parle de HTML de messages et commandes de messages, mais ces messages ne sont pas utilisés. Voilà. Je peux parler aussi d'un pattern qu'on aime beaucoup en Helm qui s'appelle le Builder Pattern, le pattern du constructeur. Petit Val, tu peux m'aider à dire comment est-ce qu'on dit pattern en français en clair? Un schéma, un motif. Bon, je vais appeler ça un pattern. Donc, c'est un pattern qui est très sympa pour configurer des choses très configurables. Donc, par exemple, si on veut créer des boutons, les boutons, ça peut avoir plein de configurations. Le texte, les icônes, la position de l'icône, gauche, droite, constructeur. Non, builder, oui, ça va. C'est pattern que je veux. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique dessus? Le style, est-ce que c'est en rouge, est-ce que c'est en bleu, est-ce que c'est gros? Il y a plein de configurations possibles. Et en Helm, quand on a un record comme ça, avec toutes les configurations, on est obligé de passer tous les champs. Tous. Et c'est chiant. Et il y a quelques façons de faire ça, quelques autres façons de faire ça. Mais pour l'instant, le meilleur que j'ai trouvé, c'est le pattern du constructeur. Un patron de conception, c'est ça, merci. Merci, petit Val. Donc, l'idée de ce patron de construction... pattern, un pattern. C'est, on commence avec... Oups, j'ai modifié le mauvais champ. Ok. J'ai modifié le mauvais écran, pardon. On commence avec quelque chose par défaut. Donc là, je commence avec un nouveau bouton qui a toutes les valeurs par défaut. Et ensuite, on va lui rajouter... pour la syntaxe, imaginez juste qu'on rajoute des informations, en vrai, c'est tout ce qui est avant ce pipeline est passé en argument de cette fonction. Donc c'est le nom de la fonction ici, premier argument, deuxième argument. Donc on commence avec un nouveau bouton et on lui rajoute un label qui dira cliquez-moi. Et ensuite on lui rajoutera un clic. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique dessus? Et ensuite, vu que ça ressemble pas mal au bouton générique, on va dire, on le transforme en HTML pour l'utiliser dans notre vue, donc dans notre navigateur. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Si vous connaissez pas ce pattern, je vous recommande vachement l'utiliser. C'est vraiment très sympa. Ça rend votre code très homogène et très configurable vraiment facilement. Le problème, c'est qu'on peut faire des combinaisons invalides. Donc là j'ai un bouton avec un onClick, donc il réagit à un événement lorsqu'on clique dessus, sauf que le bouton est aussi désactivé. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas ensemble. Un autre truc qui irait pas ensemble, c'est de rajouter deux onClick.
On peut pas rajouter d'unclick. Enfin, si on faisait, c'est lequel qui prendrait le dessus? C'est le premier qu'on a appelé ou c'est le deuxième? On ne sait pas. Donc on préfère ne pas avoir ça. Alors, pourquoi le bouton que tu sets? Pour le bouton, qu'est-ce que tu sets comme message par défaut? En interne, tu peux dire que onClick c'est un maybe message. Comme ça, s'il n'y a rien, tu fais rien. Si tu peux avoir nothing comme défaut. C'est pas l'implémentation que j'ai choisi pour rester simple, mais tu peux faire ça. Donc comment est-ce qu'on fait pour rendre ces combinaisons invalides? C'est un pattern que j'ai découvert il y a quelques mois en bossant sur un de mes projets. Je compte faire pas mal de blog posts là-dessus, que j'appelle le Phantom Builder Pattern, donc le patron du constructeur avec des types fantômes. Et donc c'est juste la même chose, sauf qu'on rajoute un état fantôme qui n'est utilisé nulle part. Message est utilisé, mais pas état. Donc on commence avec new, et ça nous retourne un bouton qui permettra de rajouter un clic ou rajouter la fonction disabled. Et ensuite, dans with onClick, on va prendre un bouton qui est dans n'importe quel état, mais qui contient click or disabled, et ça retourne un bouton dans le même état, mais sans click or disabled. Disabled, pareil, on prend l'état avec click or disabled et on voit l'état sans click or disabled. Et ça va faire que quand on va faire un onClick et disabled, bah, le compilateur va nous jeter parce que dans l'état, il va manquer le champ click or disabled. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est vraiment très très flexible. On peut modéliser plein de contraintes de plein de façons. Là par exemple, on peut pas faire with onClick deux fois. On pourrait dire je veux activer pouvoir utiliser bouton en rouge que si si précédemment j'ai appelé la fonction en mode alerte, par exemple. Et il y a des cas qui sont vraiment très intéressants. Là, c'est pas ce que j'ai choisi comme exemple. Dans l'outil que je développe qui s'appelle NMReview, j'utilise ça à fond, et parce que j'utilise le patron du constructeur beaucoup, et ça me permet de créer des garanties vraiment très sympas pour éviter que l'utilisateur il tombe dans des problèmes que j'ai pas envie qu'il tombe dedans. Ça m'évite d'écrire pas mal de warnings. J'enverrai un lien vers mon blog aussi. Je l'écrirai tout à l'heure. Et j'ai fait un live streaming avec Dylan Kearns récemment, où on a un petit peu touché à ça, mais pas trop. Donc je vais écrire un blog post sur ce sujet-là. Il y a beaucoup à dire. Voilà, c'était tout pour moi. Donc maintenant, allez faire des programmes corrects. J'ai plus envie de voir de bugs, ni de type, ni de logique métier dans mon programme. Voici les slides de ce talk-ci, donc si vous avez envie de copier. Je m'appelle toujours Yoron. Et si vous voulez me parler sur Slack M, c'est le meilleur moyen pour venir me parler. Je m'appelle JFM Angels.